Tous les prospecteurs rêvent de trouver une capsule temporelle, une poche de terre oubliée par les anciens. Pour Freddy et Juan, ce rêve s'est réalisé de la manière la plus terrifiante qui soit. Ils ont suivi une piste d'or pur jusqu'au seuil d'une mine scellée, un endroit que les livres d'histoire avaient commodément oublié. Jetez un coup d'œil à ces barres de pulvérisation. Regardez comme c'est propre, dit Juan, sa voix n'étant qu'un faible bourdonnement de satisfaction. Freddy acquiesce les yeux plissés. Oui, les jets sont concentrés exactement là où ils doivent en l'être. Oui, ça a l'air bien. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement un gain potentiel de 3,6 millions de dollars. C'était une scène figée dans le temps qui renfermait un sombre secret sur la raison pour laquelle elle avait été barricadée. Et ils étaient sur le point d'ouvrir cette porte en grand. Tout a commencé dans une vallée oubliée du Colorado, le genre d'endroit qui semble magnifique sur une carte postale, mais qui semble étrangement proche. Le soleil avait à peine franchi les sommets déchiquetés que le camion de Freddy et Juan s'engageait sur un chemin de terre qui ressemblait plus à une suggestion qu'à un sentier. La brume matinale s'accroche au sol, se faufilant à travers un terrain marécageux enchevêtré de saules. C'est amusant quand on y pense, dit Freddy en balayant du regard le paysage silencieux. Cet endroit était jonché des fantômes du passé. Beaucoup de gens ont fait ça, et beaucoup de gens ont tout perdu. Et je ne veux surtout pas être l'un d'entre eux. C'est une année décisive pour nous. Oh ah, le sentiment est lourd dans l'air humide. Il ne s'agit pas d'un loisir occasionnel, mais d'un pari brutal. Le terrain lui-même semble conspirer contre eux. C'est difficile à cause de l'inclinaison de la montagne, grogne Juan en mettant un engrenage en place. Autour d'eux, il y avait des seaux rouillés, des poutres éclatées, et les restes affaissés d'une vieille écluse, le tout à moitié englouti par la terre. Les mineurs chevronnés se tiennent généralement à l'écart de ce genre d'endroit, parlant de malchance et d'un sol trop têtu. Mais c'est exactement ce qui a attiré Freddy. Il n'y a pas vu de la pourriture, mais du potentiel. Pas d'échec, mais de l'histoire qui attend d'être déterrée. Ils n'ont pas perdu une seconde. Juan, un homme qui savait lire un ruisseau comme un livre, pataugeait dans un coude peu profond sa pelle, tranchant le gravier, avec des mouvements pratiqués presque hypnotiques. Il a fait tourner sa casserole, laissant l'eau emporter le sable et les pierres plus légères. Alors que l'eau boueuse s'éclaircissait, il se produisit un minuscule éclair brillant sur le fond noir de la casserole. Puis un autre, et encore un autre. C'était un éparpillement de fines taches d'or brillant accrochées au bord du fond. Ce n'était pas énorme, mais Freddy accroupi à côté de lui a vu quelque chose d'incroyable. « Regardez ça juste sur le tapis, vous voyez ça ?» s'exclame-t-il en pointant un doigt taché de saleté. La couleur était exceptionnellement vive, un jaune riche et profond qui dénotait une grande pureté. Ce n'était pas de l'or placérien ordinaire. C'était quelque chose de spécial, peut-être plus riche que tout ce qu'ils avaient trouvé depuis le début de la saison. Mais même avec de l'or dans la battée, un sentiment de malaise persiste. Les murmures des habitants résonnent dans l'esprit de Freddy. Des histoires transmises de génération en génération sur des accidents étranges, des mineurs qui disparaissent, et une malédiction qui plane sur ce même terrain depuis plus d'un siècle. La plupart des gens n'y voient que des histoires de feux de camp, mais ici seul avec la brume qui s'accroche aux arbres centenaires, on commence à se poser des questions. Le silence lui-même semblait lourd, chargé d'histoires inédites. À la mi-journée, ils disposaient d'un plan solide. Ils ont prélevé des échantillons de sol un peu partout sur les rives du ruisseau, sur la crête de gravier, située au-dessus, et dans une ravine sèche à proximité. Chaque sac a été soigneusement étiqueté et chargé dans le camion pour être acheminé vers la cabane d'essai en ville. L'attente est toujours la partie la plus difficile. Vous êtes assis sur un jackpot potentiel, mais tant que vous ne voyez pas les chiffres, ce n'est que de la terre brillante. L'attente était un poids tangible dans la petite cabine du camion, une tension silencieuse qui ronronnait entre les deux hommes. Chaque bosse sur la route
ressemble à un retard chaque minute qui passe s'étire en 1 heure. Quelques heures plus tard, le coup de téléphone est arrivé. Les résultats étaient époustouflants. Une pureté moyenne de 92%. La pureté moyenne des pépites d'or naturelles se situe généralement entre 83 et 92%. Elle se situait au sommet de l'échelle. Un tel chiffre ne fait pas seulement tourner les têtes dans le monde très fermé de l'extraction de l'or. C'est comme si vous criez que vous avez trouvé un coffre au trésor sur la place du village. Les mineurs rivaux commencent à surveiller vos moindres faits et gestes. Leur succès était un phare brillant et indéniable, mais il était aussi une cible dans leur dos. Juan voulait frapper immédiatement, faire entrer la machinerie lourde avant que quelqu'un d'autre ne puisse flairer leur emplacement. Son instinct lui dictait d'agir vite, de profiter de la découverte avant que le secret ne s'échappe complètement. Freddy, toujours stratège, prône la patience. Il voulait d'abord cartographier le pays Strick afin d'éviter de brûler des milliers de dollars de carburant en traversant un terrain stérile. Sa prudence pragmatique contrebalance l'ambition débordante de Juan. Ils ont trouvé un compromis. Ils ont apporté une partie du gros matériel tout en continuant à creuser des puits d'essai pour repérer les zones les plus riches. Ce mélange d'agressivité et de planification minutieuse leur avait bien réussi par le passé, une dynamique forgée par des années de risques et de triomphes partagés. Lorsque la pelleteuse a finalement creusé la terre, la différence a été immédiate. Sous la terre arable détrempée se trouvait un lit de gravier dense et intact, bien tassé et étincelant de promesses. L'installation de lavage leur bête mécanique nommée Big Red a commencé à chanter sa chanson puissante et grondante. De l'or apparaissait dans presque tous les nettoyages. La vue de l'or qui brillait sous les lampes de travail était un antidote puissant contre le malaise persistant. Chaque tache jaune était un témoignage de leur persévérance, une réponse solide au scepticisme silencieux de la vallée. La première pesée officielle et stupéfiante, 148 000 $ d'or en quelques jours. Regardez ça, 2,96. C'est incroyable, s'exclame Freddy en brandissant le résultat scintillant. La nouvelle d'une découverte aussi importante circule vite, et elle ne va pas attirer que des regards curieux. Les vrais problèmes ne font que commencer. Ils étaient surveillés, et les murmures se transformaient en quelque chose de plus concret, de plus menaçant. La solitude paisible de la vallée a été rompue, remplacée par la conscience troublante d'yeux invisibles. Chuchotements de Hawthorne. Le premier signe de trouble n'était pas une menace ou une confrontation. Il s'agissait simplement de traces. Est-ce ce que Freddy a remarqué en premier, un matin, des marques de pneus profondes et fraîches, pressées dans la terre humide de la route d'accès. Le motif ne correspondait pas à celui de leur camion trop large, trop net. Ces traces avaient été laissées par quelqu'un qui était passé par là au cours des dernières 24 heures, quelqu'un qui n'avait rien à faire sur leur concession. Vous voyez, une vallée comme celle-ci ne reçoit pas de visiteurs occasionnels. Le terrain engloutit la plupart des véhicules avant même qu'ils n'aient parcouru 1 kilomètre. Le sentiment d'intrusion était viscéral, une sensation de picotement sur la nuque. Cette intuition s'est transformée en une froide certitude le lendemain, lorsque Juan a repéré une camionnette banalisée garée sur la crête, surplombant leur exploitation. Elle est restée là pendant près d'une demi-heure, observatrice silencieuse, derrière une vitre teintée, avant de s'éloigner. Ils n'avaient pas besoin de deviner ce qui se passait, c'était du repérage. La nouvelle de leur nettoyage massif s'est répandue plus vite qu'ils ne l'espéraient. Dans le pays minier, ce genre d'attention est aussi dangereux qu'une poutre de soutien défectueuse. Il ne s'agissait plus seulement d'or, mais de protéger ce qui leur appartenait, et les enjeux augmentaient rapidement. Les vastes étendues sauvages et vides se sont soudain senties très petites et très peuplées. Peu de temps après, un propriétaire terrien local a mentionné à Freddy que des personnes avaient demandé à louer les parcelles situées juste à côté de la sienne. Juan a entendu une histoire similaire en ville.
Il s'agissait d'une stratégie classique, les enfermer dans des cases, encombrer leurs lignes de concession et leur rendre la vie difficile. Ils ont perdu leur emploi, vivent dans un camping-car, vous savez, 5 enfants. Je ne sais même pas combien il y a de chiens, mais ils sont nombreux, vous savez. Ils vivent tous dans un camping-car dans le désert. Marmonne un habitant à Juan-Brossant, un sombre tableau du désespoir qui peut pousser les hommes à adopter des tactiques agressives. Il ne s'agissait pas seulement d'une manœuvre d'entreprise, mais d'une question de survie, ce qui rendait leurs rivaux d'autant plus dangereux. La réponse de Freddy a été méthodique. Il a vérifié 3 fois tous les documents relatifs à la demande d'indemnisation en effectuant des sauvegardes physiques et numériques. Il a mis ses contacts juridiques en alerte. Mais c'est par un matin brumeux juste après l'aube que la ligne de démarcation a été franchie. Juan effectuait sa première visite du site lorsqu'il l'a vu un homme tête baissée, balançant méthodiquement un détecteur de métaux en décrivant de lents arcs de cercle marchant nonchalamment sur l'un de leurs piquets d'arpentage. Il était en train d'enfreindre la loi, tout simplement. Juan n'a pas crié. Il s'est simplement dirigé vers l'homme, ses bottes, crissant sur le sol gelé. L'étranger s'est figé, et pendant un moment de tension, le seul son était le doux bourdonnement électronique du détecteur. La voix de Juan était basse et tranchante, ne laissant aucune place à l'argumentation. L'homme recula sans un mot, se fondant à nouveau dans les broussailles. Il n'était plus seul. Le défi brut et primitif avait été lancé. La tension ne ralentit pas le travail. Au contraire, elle le stimule. L'excavatrice a creusé plus profondément, arrachant des couches de gravier anciens, jusqu'à ce que les dents de son godet en acier raclent contre quelque chose de beaucoup plus dur, la roche-mère. C'était l'ancien sol de la vallée, le fond du piège à or. Freddy sauta lui-même dans la fosse. La roche était rugueuse, éstriée, remplie de fissures et de crevasses naturelles parfaites pour retenir l'or lourd qui avait été emporté par les eaux au cours des millénaires. C'est alors qu'il l'a vu scintillant faiblement dans une fissure peu profonde. Ce n'était pas de la poussière ou des paillettes. C'était un morceau solide. Il l'a dégagé avec précaution. C'était une pépite de la taille de son pouce, pesant un peu moins de 2 onces. Au prix d'aujourd'hui, cela représente une pierre de près de 40 $. C'est le genre de découverte qui change tout le jeu. « Comment ça va ?»« Bien, j'ai trouvé l'or. »« Oh, je suis nerveux. » Avoue Freddy, un mélange d'exaltation et de trépidation dans la voix, alors qu'il montre la pépite. Juan, en faisant les comptes, s'est dit que si la roche-mère continuait à produire de la sorte, leur récolte totale pour la saison pourrait dépasser les 3 millions de $. L'ampleur de la découverte était stupéfiante, presque écrasante. Mais pour Freddy, la pépite a réveillé un souvenir. Il y a des années, un vieux prospecteur lui avait raconté l'histoire d'un puits caché quelque part dans cette vallée, une mine qu'ils appelaient la Hawthorne. L'histoire disait qu'il avait été scellé à la fin des années 1800, après un effondrement catastrophique. Le vieil homme jurait qu'il y avait encore une montagne d'or à l'intérieur lorsqu'ils l'ont fermé. Cela avait toujours ressemblé à une histoire à dormir debout, à un récit enjolivé par un mineur, mais aujourd'hui debout sur une roche riche en or, cette vieille rumeur semblait soudain très très réelle. La vallée elle-même semblait résonner des échos de ce récit ancien, une histoire oubliée qui reprenait vie. L'histoire était sur le point de les conduire à une porte scellée du passé, un noyau d'or. La légende de la mine perdue de Hawthorne s'est répandue dans l'équipe comme une traînée de poudre. Une histoire de fantôme racontée autour d'un café tiède et d'une odeur de diesel. Tout le monde avait entendu une version, un riche filon d'or, un effondrement désastreux et une équipe de mineurs avalés par la terre. Certains racontaient que les survivants avaient scellé l'entrée de leurs propres mains pour empêcher les charognards de s'emparer des corps de leurs amis. D'autres parlent de roches instables et de gaz toxiques qui les ont fait fuir terrorisés, laissant derrière eux leurs richesses et leurs camarades. En fin de compte, personne ne savait vraiment, et la roche environnante
produisant de manière si constante ils auraient pu ignorer la légende. Mais Freddy savait que le sol essayait de leur dire quelque chose. La pépite de 2 onces qu'il avait trouvée n'était pas le fruit du hasard. C'était un fil d'Ariane, une indication délibérée de la Terre elle-même. Lui et son partenaire Juan ont commencé à chercher discrètement des anomalies, tout ce qui ne semblait pas à sa place dans le paysage naturel. Ainsi, il est possible d'aller dans des chantiers existants, d'y prélever des échantillons et de les développer. L'inconvénient, c'est qu'il est coûteux et dangereux de pénétrer dans ces anciens chantiers, explique Freddy en évaluant les risques. Freddy pourrait donc tout à fait nous aider, affirme Juan, reconnaissant le danger inhérent, mais aussi le potentiel d'une découverte sans précédent. La volonté de découvrir la vérité, de percer le secret le plus profond de la vallée, devient une obsession. Ils n'ont pas eu à chercher bien loin. Un balayage avec le détecteur de métaux près de la limite ouest de la concession s'est allumé non pas avec le son aigu d'une seule pépite, mais avec le bourdonnement large et bas d'une grande masse de métal enfouie profondément. En poussant à travers un enchevêtrement épais et impitoyable de broussailles épineuses qui déchiraient leurs vêtements et griffaient leur peau, ils l'ont trouvé un mur de bois pourri, presque entièrement consumé par des couches de mousse et de saleté. Il était vieux, bien plus vieux que toutes les autres reliques rouillées de leur concession. Il ressemblait moins à une structure qu'à une cicatrice sur la terre, à peine visible, presque avalée par le temps. Pour s'en assurer, ils ont fait appel au géoradar. Le résultat à l'écran était sans équivoque une image verte fantomatique montrant une vide sous la surface, un tunnel partiellement effondré, mais toujours horizontal, avant de plonger abruptement dans la terre. Le scanner confirme leurs espoirs les plus fous et leurs craintes les plus profondes. Ce soir-là, Freddy a sorti une copie usée d'une carte minière des années 1880 qu'il avait achetée aux archives de la ville il y a des années. Son doigt calleux et taché a tracé les lignes délavées jusqu'à ce qu'il tombe sur une petite hachure. L'emplacement correspondait presque parfaitement à un puits marqué Hawthorne. En le voyant noir sur blanc, les poils de ses bras se hérissèrent. La légende était réelle. L'histoire était gravée dans la carte même de cette vallée oubliée. La décision est prise dans un regard silencieux entre les 2 hommes. Ils vont l'ouvrir. Le lendemain matin, lorsque l'excavateur a enlevé les couches supérieures du sol, la véritable nature de la structure a été révélée. Il ne s'agissait pas d'un simple amas de vieux bois, mais d'un joint d'étanchéité conçu pour durer. D'épais poteaux en chêne étaient renforcés par des boulons en fer rouillé de la taille d'un poing d'homme. Ce n'était pas une simple barricade, c'était la porte d'un tombeau. Sur l'une des poutres principales sous un siècle de crasse se trouvait une gravure. Des lettres grossières et irrégulières avaient été gravées profondément dans le bois. Le message faisait froid dans le dos. « Keep out » âme perdue en bas. L'équipage reste bouche bée. Il s'agissait d'un film d'horreur et non d'une véritable mine d'or. L'air est devenu froid malgré le soleil matinal. Freddy s'agenouille et trace les lettres. Les intempéries prouvent que le message est là depuis plus d'1 siècle. Une peur palpable se mêle à une excitation nouvelle plus vive, une envie désespérée de tâter le terrain. Ce n'était pas seulement de l'or, c'était de l'histoire, une tragédie gravée dans le bois, un avertissement d'outre-tombe. Ils ont prélevé une carotte de forage sur le bord du seau. Lorsque le cylindre de roche est sorti, il a brillé au soleil. Un quartz laiteux traversé de taches jaunes brillantes et impossibles à trouver. De l'or visible. L'avertissement effrayant ressemblait soudain moins à une menace qu'à une carte au trésor, une dernière tentative désespérée de protéger une fortune incalculable. Je ne m'attendais pas à voir autant de choses. Surprenant, hein? Marmonna Freddy, sa voix mêlant crainte et incrédulité. Nous allons commencer à les rouler, et il ne nous reste plus qu'à espérer, répondit Juan, la gravité de leur découverte pesant lourdement sur lui. L'espoir était presque aussi intense que la peur.
Il a fallu une journée entière de travail prudent, à l'aide de perforatrices pour franchir la barrière. Chaque centimètre gagné était une bataille, chaque bois éclaté témoignait de la solidité du sceau centenaire. Enfin, le forêt a percé la barrière. L'air qui sifflait n'était pas l'air frais de la montagne. Il était vicié, dense et froid, le genre d'air qui n'a pas bougé depuis des générations, lourd de l'odeur des vies oubliées et de la poussière minérale. Une dernière section céda et une plaque de roche s'enfonça dans la boue. Le faisceau d'une lampe frontale a percé l'obscurité, révélant le mur grossièrement taillé d'un tunnel. Ils s'apprêtent à pénétrer dans un lieu où le temps s'est arrêté. Freddy entra le premier, le crissement de ses bottes étant le premier son à résonner dans cet espace depuis plus de 100 ans. L'air était chargé d'une odeur de terre humide et de pourriture. Ce n'était pas seulement un tunnel, c'était une capsule temporelle. Les outils rouillés gisaient là où ils avaient été déposés, à moitié enfouis dans la vase, comme si les mineurs avaient simplement disparu au milieu de leur quart de travail. Puis ils l'ont vu. Les murs étaient parcourus de veines de quartz boule d'un blanc éclatant, et à l'intérieur de ces veines, comme des éclairs figés dans la pierre, se trouvaient d'épais fils d'or jaune dentelés. Il ne s'agissait pas seulement d'un salaire, mais d'une rivière de richesse solide et étincelante, bien plus riche que tout ce qu'ils avaient imaginé. Quelques pas plus loin, à moitié enfouie dans la vase, Juan aperçoit une petite pochette en cuir. À l'intérieur se trouvait une poignée de pépites, la réserve personnelle d'un mineur pour son dernier jour de travail. Tenir cette pochette, c'est comme tenir un jour de paye fantôme, un rappel poignant de vie, abruptement interrompu de rêves qui se sont terminés en tragédie. La vallée silencieuse avait enfin livré son secret le plus profond, mais non sans un certain coût. Le tunnel était bloqué par un énorme et ancien effondrement, une montagne de terre et de pierre qui scellait à jamais le reste de la mine. S'agissait-il du désastre dont parlait la légende, ou d'un dernier acte désespéré pour enterrer ce qui se trouvait au-delà? La question était suspendue dans l'air lourd et immobile, un nouveau mystère né d'un ancien. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce tunnel effondré? S'agit-il d'un simple accident, ou les anciens ont-ils fait exprès de sceller quelque chose? Dites-le nous dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.